Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous présente David, qui vient nous parler de son histoire avec ses deux petites filles qui s'appellent Marie et Chloé. Marie a 12 ans, elle est atteinte d'un handicap mental avec des troubles du spectre autistique. Alors dans cet épisode, David vous raconte son histoire de daron, de sa rencontre avec sa femme jusqu'à la naissance de Marie, le chemin vers un diagnostic qui était un peu long, puis la naissance de Chloé. On parle aussi de leur relation de sœurs, de l'évolution de la position de David en tant que parent d'une enfant handicapée, qui va de plus en plus vers une forme de militantisme, et de l'utilisation du terme handicapé aussi. Enfin bref, on discute d'énormément de choses, c'est une discussion très enlevée et très variée. J'espère qu'elle vous apprendra plein de choses comme elle m'en a appris à moi aussi. Alors effectivement, vous verrez, David est venu avec plein de trucs à dire, et on n'a pas eu le temps de tout passer en revue, mais il m'a demandé de vous laisser ses coordonnées si jamais vous souhaitez lui envoyer un mail. Surtout n'hésitez pas, vous trouverez tout ça dans les notes du show. Comme d'habitude, si vous aimez Histoire de Daron, abonnez-vous au podcast. Vous pouvez mettre une note sur iTunes et sur vos applis de podcast préférés, mais aussi un commentaire. Tout ça permet au podcast de gagner en notoriété. Et alors c'est tout nouveau, mais si vous êtes sur Spotify, vous pouvez désormais retrouver tous les épisodes d'Histoire de Daron sur cette plateforme. Il suffit de rechercher Histoire de Daron dans la barre de recherche. Il y a aussi quelques autres podcasts français à découvrir. Histoire de Daron est l'un des premiers dispo en français et j'en suis très très fier. Merci d'avance et je vous laisse avec David. Alors on est avec David, salut David. Bonjour. Ça va ? Ouais, très bien. Je suis très content d'être ici. C'est vrai ? Bon, merci beaucoup. Tu as envoyé un mail sur l'adresse histoirededaron@gmail.com. Histoire avec un S, daron avec un S. Si vous avez une histoire particulière, comme je pense que tu as une histoire de papa particulier, tu vas nous raconter. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Peut-être je vous réponds. En tout cas, je vais faire en sorte de vous répondre. David, tu m'as envoyé un mail en me disant que tu avais, alors je te cite, une enfant extraordinaire. Exact. Alors, j'en ai même deux des enfants extraordinaires parce que j'ai deux filles. Mais il y en a une qui est un peu particulière et un peu plus extraordinaire. C'est qu'elle a un handicap. Et ça a un peu bouleversé ma vie et ça a enrichi aussi ma vie. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler avec toi, Harry. Ah bah génial, on va en parler. Mais avant ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement ? Est-ce que tu peux te présenter ? J'ai 44 ans. Je suis marié depuis 2004. J'ai deux filles, une de 12 ans et une de 6 ans, et je suis ingénieur de formation et je travaille dans une grande boîte dans l'énergie, voilà. D'accord. On voit l'idée. Ouais, c'est ça. T'es ingénieur et donc comme tu me disais tout à l'heure, juste avant qu'on commence à enregistrer, t'as pris des notes, d'accord ? Exact. Et c'est marrant parce que donc il y a Manu aussi qui est venu, qui était ingénieur, et tu sentais bien qu'il y avait un truc un peu structuré aussi derrière tout ça. Et quand j'ai écouté son interview, je me suis dit, moi aussi, il faut que je fasse ça. Ça me ressemble et finalement, c'est je sais pas, c'est les défauts du métier ou je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est les avantages et les avantages. Il y a des avantages et les défauts, c'est sûr, pour chaque truc. C'est quoi ton rapport à la paternité ? T'as toujours voulu être papa, toi, dans ta vie ? Comment ça s'est passé ? Ouais. Avant de vouloir être papa, j'ai toujours été assez bien avec les gamins. Alors quand j'étais petit, j'étais bien avec les plus petits que moi. Quand j'étais un peu plus grand, quand j'étais adolescent ou quand j'étais adulte, j'ai toujours apprécié la compagnie des gamins et je me suis toujours dit que je voudrais sans doute avoir des enfants. Enfin, en fait, je me suis pas vraiment posé la question. C'était assez naturel pour moi. Sans doute aussi parce que j'ai vécu dans une famille où il y avait des enfants et voilà, avec une famille assez stable et bon. Voilà, donc sans doute reproduire le même modèle. Et puis j'étais suffisamment intéressé. Par exemple, j'ai été formé à l'animation. Ah, t'as fait ton BAFA, c'est exactement. Ça et c'est les meilleurs trucs, ça, faire le BAFA. Franchement, si vous êtes jeune, faites votre BAFA, c'est exactement, c'est génial. Et ça m'a comblé justement par rapport à ça, parce que le contact avec les enfants, je me suis occupé de gamins entre 8 et 18 ans, et c'était super. Et voilà, tout ça, c'était assez naturel, quoi. D'accord. Et donc, j'imagine qu'un jour, tu rencontres ce qui va devenir ta future femme, exactement. C'est ça ? Exactement. On s'est rencontrés, en fait, quand on faisait de l'animation, j'étais scout. Et j'ai fait quelques années de scoutisme et on s'est rencontrés là-bas comme responsable scout. Et puis voilà, et puis on s'est rencontrés. Elle est écossaise
Et on s'est rencontrés en France, mais pendant quelques années, on était entre la Grande-Bretagne et la France. Et puis, quand elle a fini ses études et moi les miennes, et ben on s'est installés ensemble et la vie a commencé. D'accord. Donc vous avez fait une famille double culture en passant. Exactement. Ok, d'accord. T'avais peut-être écouté l'épisode sur Sébastien Marx justement. Tout à fait. Tout ça m'a rappelé des tas de choses. Je pense qu'en écoutant chaque épisode, on se rapproche d'un des aspects. Ouais, exactement. Très bien. Et donc, quand est-ce que vous décidez de faire des enfants parce que vous êtes mariés, donc j'imagine en faisant un peu le calcul, parce que assez rapidement vous avez eu. Alors effectivement, on s'est mariés en 2004 et on a eu Marie en 2005, donc un peu plus d'un an et demi après. J'ai plutôt été lent pour me marier. On a mis du temps, enfin j'ai mis du temps plus que ma femme. C'est depuis très longtemps, c'est ça. Ça faisait déjà très longtemps qu'on se connaissait. D'ailleurs, ça fait 20 ans qu'on est ensemble cette année. Donc, mais effectivement, j'ai mis un peu de temps à me marier, mais après, une fois que on s'était mariés, pour moi, c'était aussi évident. Pour elle, je pense encore plus, c'est peut-être avant moi. Et donc, on a dit qu'on allait se lancer. T'avais peur de te marier, t'avais peur de te lancer dans cette vie d'adulte, c'est ça? Peut-être, ouais. Je pense que je suis assez analytique. Bon, t'as parlé de mes notes, donc voilà. Tout est un peu trop analysé dans ma tête et j'ai du mal à me lancer d'un coup. Par contre, quand je fais mon choix, après on y va. Et bon, j'ai accepté le mariage parce que ça me paraissait évident. Enfin, c'est même moi qui ai demandé ma femme en mariage. Et puis on a attendu encore quelques mois. Enfin, on n'a pas trop parlé d'enfants. Et puis c'est venu assez naturellement. Et quand on a décidé, un mois après, Sarah était enceinte. Donc, voilà. Magnifique. Tout se passe parfaitement. Voilà. Et c'est toujours comme ça que j'ai imaginé que ça se passerait. En fait, je me suis jamais pris la tête en me disant est-ce que ça va être compliqué, il faut s'y prendre à l'avance. Je suis très organisé, mais par contre pour ça, j'ai toujours imaginé que c'était très naturel et que ça se passerait bien. Et ça s'est, en tout cas, voilà, le lancement s'est très bien passé et c'était parfait. Ça s'est passé comme selon tes plans. Donc en fait... exactement. C'est ça. Finalement, c'était ça. Bon, très bien. Vient donc la grossesse de Marie, c'est ça? Ouais, non, Sarah, c'est ma femme. Et oui, Sarah, c'est ta femme. Mais donc la grossesse de qui va devenir Marie? Exactement. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe? La grossesse se passe. Alors, il y a eu certaines choses difficiles pour Sarah au niveau médical. Je m'étendrai pas là-dessus, qui n'ont pas été très simples pour elle. C'était un moment difficile aussi familial de son côté. Donc, bon, voilà, tout ça fait que c'était pas forcément évident. Mais la grossesse en elle-même s'est plutôt bien passée. Moi, j'étais ravi de voir ma femme changer avec le bébé qui commence à gonfler le ventre de Sarah. Ça Enfin, j'ai trouvé cette attente en fait superbe, un grand plaisir et ça a duré 9 mois comme c'était prévu au jour près. Ah ok. Ouais. En fait, on a revu rendez-vous. Je sais pas. C'était le jour d'anniversaire de ma fille forcément, donc le 10 octobre pour le déclenchement parce que on dépassait la date. Et en fait, le 9 au soir, Sarah a eu les contractions. On est allé à l'hôpital et voilà, c'est le lendemain matin, c'était fait. Trop bien. Comment ça se passe ensuite? Parce que alors je t'avoue que je ne connais strictement rien. Donc tu m'as expliqué, dis-moi si je me trompe, que ta fille est trisomique. Non, elle n'est pas trisomique. Pardon, alors tu vois déjà je me plante. Alors il n'y a pas de problème. Elle a un handicap mental. Et d'ailleurs, c'est principalement ça qui avait été évalué, et j'en parlerai après sans doute. Et en plus, elle a des troubles du spectre autistique. Donc, ce qu'on appelait souvent avant l'autisme, mais c'est relativement impropre d'utiliser ce terme. On parle aujourd'hui de troubles du spectre autistique. Et finalement, pendant après la naissance, tout s'est bien passé. Marie était une petite fille calme, qui nous embêtait pas beaucoup. Elle a fait ses nuits en rentrant à la maison après la maternité. Elle faisait déjà ses nuits. Donc, ah oui. On en a profité. Beaucoup de jeunes parents sont en train présentement de vous haïr un petit peu. Je comprends. Et j'étais assez fier. Oui. Mais bon, donc effectivement, ça s'est bien passé. C'était une petite fille plutôt calme, plutôt mignonne, rien de particulier. Et puis jusqu'à quelques mois, en fait, enfin plusieurs mois, enfin c'était, je sais plus combien de mois exactement, je crois 17 mois, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle faisait pas pour son âge, mais j'étais pas inquiet. En fait, moi personnellement, je me suis jamais posé
trop de questions par rapport à ça. Je me suis dit, voilà, c'est son caractère. Les enfants sont tous différents. Effectivement, elle veut pas marcher, elle veut pas s'asseoir, ou elle veut peu s'asseoir. Elle parle quasiment pas. Mais bon, voilà, ça arrive. Je sais que ça arrive. Bon. Et elle a fait je crois que c'était une gastro. Elle a été hospitalisée. Bon, c'était pas très grave, c'est juste qu'il a fallu la réhydrater. Bon, voilà. Mais quand on est arrivé à l'hôpital et qu'ils l'ont stabilisée et que tout allait bien, ils se sont inquiétés. Ils ont trouvé que c'était justement un peu étonnant qu'elle soit pas au niveau auquel on est à cet âge-là habituellement. Ils nous ont gardé un peu en observation et assez rapidement nous ont dit il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et bon. À ce moment-là, les médecins, ils sont pas très bavards, en fait. Ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas vraiment jusqu'où ça ira. Est-ce que vraiment il y a quelque chose? Bon, ça nous a un petit peu surpris. Malgré tout, on comprenait bien qu'il y avait des choses qui étaient pas très à l'heure par rapport au programme. Voilà. Et on nous a lancé dans une série de tests, d'évaluations, un petit peu pour en savoir plus. Ça a duré plusieurs mois, différentes analyses, et puis on nous a dit il faut la prendre en charge quelque part parce que il y a quelque chose qui va vraiment pas, et donc il faut faire quelque chose pour elle. Elle peut pas aller n'importe où, il faut qu'on l'aide aussi. Donc mais vous avez déjà un diagnostic à ce moment-là ou pas du tout? Pas du tout. Et ça a été le plus dur. Long, oui, ouais. Et disons que ça, c'était le vrai problème, c'est que pendant des mois, on savait pas ce qu'elle avait. On comprenait bien qu'il y avait des retards, mais on savait pas si ça allait se résoudre, si ça allait évoluer, si c'était résorbable. On n'avait aucune idée. Les médecins se prononcent très 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 peu. Ils sont assez frileux dans l'idée de s'avancer sur les années qui viendront. Et on avait beau poser nos questions, on n'avait jamais de réponse très claire. Ça, c'était assez difficile à vivre. Et à un moment, on nous a dit on n'a pas de diagnostic, et pour une très grande partie des enfants comme Marie, on n'en a jamais. Peut-être qu'on en aura, peut-être dans 10 ans, peut-être un jour, si la médecine évolue, on en saura plus, mais aujourd'hui, on ne peut pas vous dire. Wow. Donc c'est à la fois dur parce que d'une part, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'a aucune visibilité sur l'avenir. C'est pas comme quand on nous dit, voilà, il y a telle maladie, voilà à quoi s'attendre. À l'inverse, c'est aussi un peu d'espoir parce que on se dit au moins c'est pas cette maladie-là, cette autre maladie. On a fait des tas d'analyses génétiques, on nous a dit c'était pas ça, ça et ça. On se dit ouf, au moins c'est pas ça. Mais par contre, on sait pas ce que c'est. Donc bon. Après, la vie continue, il faut s'occuper d'elle. Donc on a tout mis en place. On nous a envoyé vers ce qu'on appelle un COMS. C'est un centre exprès pour des enfants qui ont des problèmes et notamment des retards de développement comme Marie, avec une psychologue, de la psychomotricité, enfin tout ce qu'il fallait. Enfin, on pensait que c'était optimisé. On va le savoir après que c'était peut-être pas l'optimum, mais en tout cas faire des choses pour que ça avance. Et toujours avec des analyses génétiques régulièrement pendant plusieurs mois, voire années. Et voilà. Et donc, on s'est aussi fait une raison. Il a fallu à un moment aussi se dire, on a une fille handicapée. Ça a été aussi une grosse étape. C'était aussi accepter de voir notre fille au jardin, enfin, par exemple, dans le jardin public, on va s'amuser, faire du toboggan, etc. Et que plus elle grandit, plus l'écart se creuse avec les autres enfants, et où les autres parents, on a l'impression, en tout cas, qu'ils nous regardent ou qu'ils comprennent pas. Alors les enfants entre eux à cet âge-là, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes, mais ça a été surtout dur pour Sarah, plus que pour moi peut-être. Ouais. Mais c'est aussi qu'elle était peut-être plus présente que moi. Elle a arrêté de travailler pendant quelques années pour s'occuper de Marie. Ouais. Donc moi j'avais au moins, j'allais dire, l'avantage de m'occuper, exactement. Bon, mais ça a été des passages un peu difficiles, et puis aussi le fait de mettre un mot, de dire handicapé, mais sans savoir exactement ce qu'il y a derrière, c'était pas évident à vivre. Et puis après, les mois passent, les années passent, on se dit bon voilà, c'est notre vie quoi. Enfin maintenant voilà, c'est comme ça, et moi mon seul intérêt aujourd'hui, c'est que ma fille grandisse le mieux possible et qu'elle soit heureuse.
Et je crois que c'est devenu mon leitmotiv aujourd'hui, pas seulement pour elle, mais pour sa sœur aussi d'ailleurs. Mais je pense que ça a fait évoluer ma vision de la vie en fait. Dans quelle est ma priorité. Et maintenant, ça l'est devenu et ça l'est encore maintenant. Ma priorité, c'est que ma fille vive le mieux possible et le plus heureux possible. Et c'est pas parce qu'on a des problèmes, qu'on a des soucis, qu'on est handicapé ou quoi que ce soit, qu'on peut pas vivre pleinement sa vie, quoi. Et voilà. Et puis après, tous les autres côtés dont on parle et dont moi j'étais le premier à faire des études, des machins, etc., ça n'a plus aucune importance pour moi, quoi. Ouais. T'as redéfini. Avant, c'était plutôt le boulot, c'est ça, ou ta carrière? J'ai jamais. Non, je pense pas, parce que je pense que j'ai toujours une idée de la famille, mais avec une place pour le boulot qui était importante, mais sans être prioritaire. Mais ça a encore plus affirmé les choses. Je me suis dit, voilà, enfin le boulot, il faut gagner sa vie, il faut aussi prendre du bon temps au boulot parce que voilà, on y passe quand même du temps, mais il faut aussi se ramener aux choses essentielles et puis se prendre la tête pour son boulot alors que le plus important c'est d'être bien, de vivre avec sa famille, avec ses amis, c'est quand même ça le plus important, même si tout le monde le sait ce que je dis là, on a tous ça en tête, mais je pense que c'est devenu ancré en moi et une évidence à partir du moment où Marie est arrivée, quoi. Voilà. Je pense que quand on a des enfants, je pense qu'il y a ça qui rentre, sûrement. Mais j'ai eu l'impression que ça a été multiplié par 10 à cause de Marie. Plus que n'importe quel autre enfant. Voilà. Donc voilà. Et une fois qu'on s'est fait un peu à cette idée que notre vie, on allait l'aborder année après année en voyant comment ça se passe, et il y a eu d'autres tests qui ont été lancés aussi, et on a attendu d'avoir un test un peu qui était un peu définitif à l'époque pour savoir si c'était un problème génétique et s'il y avait des risques qu'on puisse donner aussi ce gène ou ce problème-là à un autre enfant. Parce que c'est vrai qu'on avait envie d'avoir un autre enfant malgré tout, malgré que ce soit très difficile au quotidien parfois. Avec Sarah, à un moment, on a dit, en fait, ça serait bien d'avoir un autre enfant. Je pense qu'au début, on était incapable d'imaginer ça. Hein. C'était la science-fiction pour nous d'avoir un autre enfant dans ces conditions. Et puis en fait, voilà, on avait toujours eu envie d'avoir d'autres enfants. On s'est dit, ouais. Mais le problème, c'est que sans cette analyse génétique, on était un peu inquiets aussi. Oui. Tu veux dire qu'il y a eu de nouveaux tests qui ont été inventés, c'est ça, entre-temps, et qui vous ont permis de pouvoir valider. Tout à fait. Okay. Et donc, il a fallu plus d'1 an et demi, je crois, même peut-être un peu plus, pour avoir les résultats de ce test. Ça a été assez longuet. Wow. Pour qu'au finalement, on nous dise, on n'a rien trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de génétique. Mais aujourd'hui, l'état de l'art, par rapport à tous les tests qu'on a fait, on ne peut pas vous dire que c'est génétique. Si vous voulez faire un enfant, voilà, c'est la vie, quoi. Et donc, on a dit, on y va alors. Let's go. De toute façon, on va pas attendre éternellement. Et puis, voilà, Marie avait 6 ans, je crois. Donc 6 ans, j'imagine. Un petit peu avant, je crois, mais voilà, à peu près. Et alors, j'ai écarté un petit point aussi qui a été difficile au moment où Marie a eu ses problèmes, c'est qu'en plus, elle est épileptique. Et elle est tombée très malade. À cause de son épilepsie, ça a duré 2 ans et on a passé des semaines et des semaines à l'hôpital. Ça a été aussi un passage assez difficile. Mais heureusement, au moment où on a voulu avoir un autre enfant, ces problèmes-là étaient terminés. On a réussi à trouver des médicaments qui ont tout réglé. Donc c'était le meilleur moment. Marie était dans l'établissement où on l'avait mise et ça marchait bien. Elle faisait plus de crise d'épilepsie. Nous, je pense qu'on avait un peu aussi encaissé toutes ces années-là. Et voilà, c'était le bon moment. Et donc on a décidé d'avoir un autre enfant. Et on se disait qu'une fratrie, c'était peut-être mieux qu'un seul enfant. Comment vous faites? Parce que tu dis on a encaissé toutes ces années-là. J'imagine à quel point ça a dû être compliqué pour vous. Au sein de, alors après réponds si tu le souhaites, mais au sein de votre couple, comment ça se passe? Vous avez des moments plus compliqués que d'autres où vous avez du mal à vous parler? Parce que j'imagine que ça doit être tendu. Alors, il y a eu des hauts et des bas. En fait, il y a eu des moments où c'était un peu plus difficile que d'autres.
en fait, c'est difficile parce que moi, mes seuls repères, c'est ma vie avec, en particulier au début, avec ma première fille qui était différente. Et je sais pas si c'est différent dans les autres couples. Peut-être que c'est exactement pareil dans tous les couples. Et je pense qu'il y a des hauts et des bas dans tous les couples. Mais effectivement, il y a des moments où c'était très dur, des moments où il y a de la tension, l'énervement, le fait de pas savoir. Sarah était toute la journée avec Marie. C'est pas pareil que moi qui vais au boulot tous les jours, mais j'avais aussi mes soucis au boulot. Voilà. Donc il y a eu des moments où c'était dur, mais j'ai vraiment l'impression que notre couple, c'est ça qui a permis d'avancer tout au long de ces années. Et je pense que c'est pareil. C'est difficile de dire ça parce que je peux pas comparer, mais j'ai l'impression que c'est aussi le handicap de Marie qui nous a rapprochés. Il y a énormément de couples qui se défont à cause du handicap. C'est une grosse partie, il y a une bonne partie des couples qui peuvent divorcer à cause de ça. Mais nous, j'ai l'impression que même si ça a été difficile à certains moments, c'est ça qui a renforcé notre couple. Et je trouve qu'on est vraiment encore beaucoup plus fort aujourd'hui. Et ça nous a amené aussi à discuter de choses qu'on n'aurait peut-être pas formalisées ou formulées si on n'avait pas été confronté à ça. Et donc la vision de l'avenir, la vision de l'éducation, la vision de qu'est-ce que c'est qu'être une famille, etc. On se l'est plus posé, on a passé du temps à discuter de ces choses-là, et peut-être qu'on se serait peut-être moins posé ces questions autrement. Et notamment les priorités dont je parlais, elles sont partagées aujourd'hui, elles sont évidentes, et c'est ça qui nous a rapprochés. Je pense qu'on est plus fort aujourd'hui. Ouais, c'est cool. Effectivement, ça t'oblige à rebattre les cartes, et rebattre les cartes, ça oblige nécessairement à se dire qu'est-ce que tu veux dans ton jeu, quoi. Ok, d'accord. Donc vient la petite deuxième alors, c'est ça ? La petite deuxième. La grossesse a été un peu plus difficile pour Sarah. Elle est tombée diabétique. Okay. Ça arrive parfois. Donc ça a été difficile pour elle, avec un régime strict, de l'insuline, des choses comme ça. Je comprends, c'est pas facile. Moi déjà, de manger les machins que Sarah elle avait à manger pendant la grossesse, c'était dur pour moi, mais j'imagine que pour elle, ça devait être un peu plus dur. Donc non, honnêtement, c'était difficile pour elle. Malgré tout, Chloé s'est bien développée dans son ventre et tout se passait bien. L'accouchement a été très difficile, très très difficile. Sarah aurait pu y passer. Ah ouais, vraiment. Ça a été vraiment tout s'est bien terminé, mais ça a été, je pense, très très dur pour Sarah. Wow. Elle a pensé qu'elle allait vraiment y passer là. Donc transfusion, réanimation et tout ça. Ah oui. Et toi, comment tu le vis ce moment-là? En fait, c'est bizarre parce que tu racontes ça comme si c'était. Tu disais, ça n'a pas été facile, hein, elle a failli mourir. Bon, très bien, mais après, réanimation. Vraiment, t'as raison, parce que je le raconte un peu avec détachement, parce que je pense que je l'ai pas compris en fait sur le moment quand c'est arrivé, parce que il y a les médecins, parce que j'y connais rien, hein, moi, et qu'il y a à la fois Chloé qui arrive, on l'a attendu, l'attente, l'accouchement, c'est-à-dire entre le début du déclenchement et l'accouchement, je crois que ça a duré 3 jours, ça a été une horreur, il a fallu le faire 50 fois, c'était horrible, et vraiment très difficile pour Sarah, ça a été vraiment très dur. Et donc je pense que moi, le premier, j'attendais ça, et elle aussi, et donc quand Chloé est arrivée, évidemment, quand son enfant arrive, on est super content. Elle allait bien en arrivant. Je l'ai prise dans les bras. Après, je me suis occupé des soins avec les auxiliaires, etc. C'est génial. Enfin, moi, les deux accouchements, j'en garde une très très bonne image, et ça a été des sensations. Pour moi, c'est les meilleures sensations que j'ai jamais eues, quoi. Ouais. Et je pense que ça m'a un peu caché la réalité. Quand ils m'ont dit de sortir, parce qu'ils s'occupaient de Sarah, j'ai pas vraiment compris. Ils m'ont dit, on s'occupe d'elle, etc. Ensuite, ils ont dit, il faut qu'on la garde, on la met en réanimation, mais ils me disaient pas exactement ce qu'il y avait concrètement. Il était très tard, on était crevés. Ils m'ont dit, allez vous coucher. Ah oui, ils t'ont un peu, pas caché la vérité, mais en tout cas, ils t'ont épargné un petit peu, quoi. Un petit peu épargné. Ouais. Je sais pas si c'est bien ou pas. Aujourd'hui, peu importe. Je sais pas pourquoi, mais peu importe. Ils ont dit, écoutez, allez dormir là, vous êtes crevés. On s'occupe de Chloé. Ils sont occupés d'elle pendant une partie de la nuit. Moi, j'habitais en face de l'hôpital, donc c'était pas bien compliqué. Je suis revenu le lendemain matin, et Sarah était toujours pas remontée de réa. J'ai attendu quelques heures, et puis elle est revenue, et puis voilà. C'était réglé, quoi. Mais
Et c'est là que j'ai compris, en fait. C'est quand, d'une part, elle m'a raconté, quand elle m'a raconté sa peur, aussi son angoisse d'être toute seule. Je pouvais pas aller avec elle, j'avais pas le droit de toute façon d'être avec elle. Mais elle avait peur de mourir, elle avait peur de pas être avec moi, de pas être avec sa fille. Enfin, j'imagine. J'imagine, c'est horrible, quoi. Mais moi, je l'ai vécu plus par son retour et son explication que je l'ai pas vraiment vécu. Sur le moment. Ouais, exactement. Donc ça m'a un peu épargné de ça. On a quand même le beau rôle parfois les pères. Exactement. moi j'ai gardé les bonnes sensations, même si je voyais bien qu'il y avait des choses qui allaient pas. Elle s'est évanouie à un moment. Enfin voilà, elle a perdu beaucoup de sang, donc voilà, c'était un peu inquiétant, mais je pensais pas que c'était à ce niveau-là en fait. Je m'étais pas rendu compte. Donc je vais dire peut-être tant mieux pour moi, parce que moi j'ai pris aussi les bons moments, mais pour Sarah ça a été très dur. Ouais. Donc est-ce qu'elle veut peut-être pas faire un troisième de cette là? Alors effectivement, je pense que ça d'une part, ça lui a posé question quand même. Mais c'est pas ça qui l'a définitivement arrêté. C'est plus notre vie d'après qui nous a fait réfléchir, et on a pris ensemble la décision de ne pas avoir de troisième enfant. Parce qu'il faut aussi être raisonnable. On aurait bien aimé avoir 3 enfants, mais c'est pas facile d'avoir 2 enfants dans ces conditions. Marie a grandi, il y a d'autres soucis qui apparaissent aussi quand un enfant grandit. Alors de toute façon c'est toujours le cas, mais des choses qu'on n'avait peut-être pas imaginées, et puis on pense que pour être disponible et pour on se sent pas forcément la force d'aller jusqu'à 3 enfants. Si on en avait un 3e, je pense qu'on le gérerait, et puis de toute façon c'est la vie, hein. Mais on a pensé que c'était peut-être pas très raisonnable. Donc on préfère donner toute notre énergie aujourd'hui, et puis ça se passe bien, et donc on préfère le faire comme ça. Et puis voilà, on prépare, on essaye aussi de préparer l'avenir, et puis d'accompagner à la fois Marie, mais en fait il y a Chloé aussi. Et Chloé, c'est une petite fille, voilà, il faut s'occuper de cette petite fille comme n'importe quelle petite fille, mais pour une petite fille qui a une sœur comme Marie. Comment ça se passe pour elle? Parce que j'imagine que Marie doit prendre, et de facto, beaucoup de place, beaucoup de temps et beaucoup de place de votre part, et beaucoup d'attention, j'imagine. C'est vrai. Elle en parle. Parlez parce qu'elle a 6 ans là maintenant, c'est ça? En fait, pendant les premières années, Chloé, elle a vécu la famille, c'est comme ça, quoi. Sa sœur, c'est sa sœur. Il n'y a pas de notion de qualificatif pour dire comment est sa sœur. C'est sa sœur, point final. D'ailleurs, ça l'est toujours comme ça. Mais donc, ça s'est toujours bien passé, la relation. Marie a toujours aimé avoir sa sœur avec elle, est toujours joyeuse à l'idée de la regarder. Elle est beaucoup contemplative, Marie, donc elle aime bien regarder sa sœur s'amuser, rire, faire des bêtises, etc. Donc ça donne une bonne ambiance finalement dans la famille. Chloé nous a beaucoup apporté de gaieté et de joie. On en avait, je pense, encore plus besoin. Et elle nous a vraiment apporté ça. Je sais pas si c'est inné ou si c'est le contexte qui fait ça, mais en tout cas, on dirait qu'elle est exactement à la place qu'elle doit avoir. Elle nous a vraiment beaucoup apporté, à tous, à Marie et à Sarah et moi. Je dirais dans les premières années, enfin les 3 premières années, Chloé se rendait pas compte de ce que ça voulait dire. C'est plus avec l'école, avec d'autres copines, des frères et sœurs, qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait des petites choses, quoi. Et maintenant, on essaye, plus elle pose de questions précises, plus on essaye d'y répondre le mieux possible. Maintenant, elle dit ma sœur, elle est handicapée. Voilà, elle a une façon de le dire assez naturelle, mais elle comprend ce que ça veut dire. Par exemple, nous, on le dit jamais comme ça. On dit pas on a une fille handicapée. Je trouve que c'est à la fois péjoratif, et puis c'est pas Marie, c'est d'abord Marie, c'est notre fille avant d'être une personne handicapée. Mais pour sa sœur, c'est tellement naturel. Pour un enfant, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de façon de parler de politiquement correct, quoi. Voilà, elle est handicapée, ma sœur. Elle le dit à ses copines, et puis c'est tout. Et je trouve ça très bien, parce que d'une part, elle l'exprime. C'est un fait aussi. Et puis c'est un fait, ouais, exactement. Il y a rien de, voilà, c'est comme ça. Et maintenant, plus elle grandit, plus c'est difficile. Alors c'est aussi l'âge, aussi où les gamins ils te font un peu culpabiliser quand voilà, tu t'occupes pas de moi, etc.
eh bien forcément, en ce moment, c'est vous occupez plus de Marie. Si Marie, elle n'était pas handicapée, vous occuperiez plus de moi, etc. Je t'avoue qu'en tant que parent, c'est un peu dur d'entendre ça. Ah oui, j'imagine. On essaye de lui expliquer. On essaye aussi de lui expliquer on s'accorde sur le fait qu'on s'occupe plus de Marie, il n'y a pas de doute. Et je comprends que c'est dur pour elle. Mais on essaye de lui faire comprendre que on s'occupe de ses enfants pas en rapport avec le temps qu'on passe, mais par rapport à leurs besoins. Marie, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, et à certains moments, pour manger, pour faire sa toilette, pour s'habiller, pour beaucoup de choses. Et c'est vrai que donc ça prend beaucoup de temps tous les jours. Et que Chloé est très autonome, tout ça, elle peut le faire toute seule. Et du coup, il faut qu'on fasse attention, nous, en tant que parents, à pas la délaisser. Et donc, c'est ce que je lui ai dit l'autre jour, elle me l'a encore dit, et je lui ai dit, mais tu vois, je comprends je te dis que Marie a des besoins, donc je m'occupe d'elle parce qu'elle en a besoin. Mais là, toi aussi, tu es en train de me dire que tu as besoin de moi et que je m'occupe pas assez de toi. Ça veut dire que toi aussi, tu as des besoins. Et moi, en tant que papa, je dois m'occuper plus de toi. Donc, je t'entends et je vais m'occuper plus de toi. Donc, voilà, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais on essaye d'avoir des moments un peu privilégiés comme ça avec elle, soit un des deux parents. Je pense que c'est bien à faire de toute façon, mais on s'oblige un peu à le faire. Et puis il y a des moments, par exemple au coucher, en ce moment on est en train de finir le dernier épisode de Tintin en bouquin, en BD. Je pense que avant d'aimer Tintin, Chloé, elle aime que je lui raconte des histoires et que je passe du temps avec elle, quoi. Et c'est notre moment à nous. Voilà, il y a des petits moments comme ça et je pense que c'est important. Comment ça se... Alors, parce qu'on parle de Chloé, comment ça se passe de vivre en fait avec une fille comme... Alors tu dis pas handicapée, alors tu dis comment, parce que non mais ouais, effectivement je sais pas comment je le dis. Tu m'as dit extraordinaire, j'ai trouvé entre guillemets t'as mis extraordinaire, j'ai trouvé que c'était oui, elle est en dehors de la norme comme ça, elle est plus que normale, elle est différente, quoi. Effectivement elle a un handicap, mais ça change, voilà. Elle a un handicap, tu peux dire comme tu veux. Non, je sais pas, en fait, personnellement, j'ai pas trop de tabou. Je sais que Sarah répondrait différemment par rapport à ça. Elle a du mal à... il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants handicapés, qui ont du mal parfois à ce qu'on utilise des mots pour qualifier leur enfant, comme si on généralisait un petit peu, ou on réduisait notre enfant à quelque chose, alors que c'est beaucoup plus que ça. Ouais, je comprends. Moi, je m'en fiche un peu. Peu importe. Je veux dire, elle est handicapée. Voilà. Peu importe. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que ce podcast peut aussi servir à... je pense que moi, par exemple, je serais pas capable de correctement dire les choses, tu vois, sans froisser la personne d'en face. Et ça dépend, comme tu as l'air de dire, en fait, ça dépend vraiment des... Je pense que ça dépend des familles, ça dépend des gens, etc. Même au sein d'une même famille, ça dépend des gens. Exactement. Mais bon, je pense que en dehors du mot, je pense que c'est aussi le discours qu'on a. Si on a un discours qu'on est à l'écoute de l'autre, peu importe les mots qu'on utilise, on le voit tout de suite si les gens veulent comprendre et ils sont plutôt dans l'empathie. Le mot qu'on utilise n'a pas vraiment d'importance. Par contre, effectivement, il y en a d'autres qui utilisent des mauvais mots et en plus ils ont de mauvaises intentions. Je sais pas c'est le terme, mais qui cherchent pas à comprendre. Quand ma femme a déjà eu des remarques dans la rue parce que ma fille se roulait par terre ou parce que elle commence à crier ou à taper des gens, c'est vrai que ça peut arriver parce que dès qu'elle est stressée, ça c'est assez typique des troubles du spectre autistique, quand il y a beaucoup de mouvements autour d'elle ou de bruit ou d'animation, ça la stresse et elle sait pas comment réagir et elle se met à taper ou à crier ou à se mettre par terre. C'est très difficile à gérer pour nous. Pour elle, ça doit être très très difficile. Mais quand en plus on a, on est à la pharmacie et que y a quelqu'un qui fait une remarque en disant vous savez même pas tenir votre enfant, malin. C'est un peu malin, exactement. Et Sarah s'en est pris plus que moi à ce sujet-là. Tiens, comme c'est intéressant. Ouais, exactement. On met un peu plus de culpabilité sur les mères, tu veux dire, par exemple. J'ai un peu l'impression, c'est vrai.
C'est un peu bizarre ça. Alors, je sais pas si c'est l'attitude que, enfin, je veux pas parler au nom des pères en général, ou si c'est mon attitude qui fait que je l'ai moins eu qu'elle, j'en sais rien. Mais c'est une réalité et je l'ai entendu de la bouche de plein de mamans en particulier. Et je trouve que c'est quand même pas facile à vivre d'avoir un enfant handicapé. Si en plus les gens sont pas là pour comprendre, c'est difficile. Moi, je t'avoue que ça m'a fait. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça, dans mon rôle de père et dans mon rôle de père d'enfant handicapé. C'est que je me sens aujourd'hui une âme de militant. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai contacté. Hein. C'est parce que j'ai envie de le dire aux gens et que les gens soient mieux éduqués et comprennent ce que c'est. C'est-à-dire que le fait d'avoir des jugements, on a tous des a priori, mais il faut aussi chercher à aller un peu plus loin et comprendre. Et je me dis, quand quelqu'un dans la rue n'est pas capable, enfin ne comprend pas ou a une mauvaise réaction, bah peut-être que moi, mon rôle, en tant que parent de Marie, c'est de lui expliquer et de pas lui dire espèce de connard, rentre chez toi ou voilà. Je pense que ça fait pas avancer les choses. Je comprends que tout le monde réagisse pas comme moi et voilà, chacun est différent. Mais oui, t'es pas là pour donner des leçons. Voilà. Quoi. En tout cas, moi, je me suis trouvé cette mission aujourd'hui. Je le fais au travers des réseaux sociaux, je le fais au travers de mes amis, je le fais au travers même au travail. Avant, je parlais pas vraiment je voulais pas trop mettre ça sur le tapis. J'avais l'impression de m'afficher ou de vouloir me faire plaindre ou je sais pas quoi. J'ai mis du temps à assumer ça. Maintenant, j'en parle d'une manière très naturelle. L'idée est pas de me mettre en avant, c'est plutôt au contraire que les gens comprennent ce que ça veut dire, que le handicap, la différence, et que il faut accepter tout le monde comme il est, et puis voilà quoi, simplement. Et donc aujourd'hui, voilà, si je me retrouve dans la rue face à des personnes qui vont commencer à avoir des réflexions un peu déplacées, bah, je vais essayer d'avoir un petit mot en disant mais vous savez, c'est pas forcément facile. Ma fille est handicapée, elle a des troubles du spectre autistique et ça c'est typique de ce qu'elle peut faire et je peux pas le gérer aussi simplement que vous voudriez quoi. Et je pense que je l'éduque bien. Mais bon, je pense que ça je le dis aujourd'hui, je suis pas sûr que j'aurais pu le dire il y a 10 ans. Hein. C'est aussi des années de réflexion et tout ça. Et Sarah, comment elle le vit elle aussi, de son côté? Parce que tu disais qu'elle a plus de mal à le. Ouais. Je pense que c'est de mieux en mieux. Mais je pense qu'elle enverrait plus facilement ta gueule connard que moi. Ce qui est compréhensible aussi. Mais bon, voilà, chacun son caractère. Après, ça change pas l'attitude qu'on a par rapport à Marie. Et puis voilà, mais c'est vrai qu'il y a un peu d'énervement parfois. On a peu de patience aussi à d'autres. Il y a le sommeil. J'ai pas parlé de ça, mais ma fille. Ah oui, vas-y, n'hésite pas. Je te parlais de ma fille qui avait fait les nuits. Au bout de 3 jours, quoi, grosso modo. Par contre, elle se rattrape maintenant, quoi. Donc maintenant, c'est un peu plus compliqué. Elle dort peu, c'est ça, d'une manière générale. En fait, il y a eu des hauts et des bas, mais là, ça fait plusieurs années qu'elle dort pas bien, qu'elle se réveille la nuit ou, en principe, elle se réveille entre 5h et 5h30 le matin. Parfois aussi, elle se réveille la nuit. Il y a eu des moments où elle voulait pas se dormir jusqu'à 11h du soir, etc. Donc c'est des moments difficiles. Sarah, elle souffre beaucoup de ça, du sommeil. Et ça aussi sur la vie, sur le fait de pouvoir assumer ses problèmes quotidiens, d'être toujours aussi dynamique, parce que je t'assure que voilà, au quotidien, quand on a un enfant comme ça, il faut toujours avoir l'énergie en fait. J'imagine. Et il faut lui montrer que on avance. Et un enfant avec des troubles du spectre autistique, pour le faire grandir, pour lui apprendre des choses. Je parlais tout à l'heure de s'habiller. Voilà. Par exemple, en ce moment, on est beaucoup sur le fait de mettre sa culotte et son pantalon. Voilà, c'est un gros exercice. Ça fait plusieurs semaines qu'on est là-dessus. Il faut une énergie dans le langage, dans notre corps, etc., pour lui montrer « Oui, c'est ça, Marie, oui, on y va, encore, bravo, t'es la meilleure, etc. » Quand on a dormi 4 heures dans la nuit, qu'on a nos problèmes, etc., c'est pas toujours évident. Donc voilà, et donc tu vois, en ce moment on a une petite maison, et ben Sarah, on fait chambre à part depuis quelques jours, depuis plusieurs jours, parce que
il faut qu'elle rattrape son sommeil, quoi. Parce que vous avez une organisation. Ouais, parce que il y a un moment, voilà, il vaut mieux qu'il y en ait un qui dorme et puis l'autre, voilà, assume. Et puis, donc en ce moment, moi, j'ai pas trop dormi là cette nuit, mais voilà, chacun son tour et au moins elle récupère. Mais tu vois, tout ça, il faut un peu l'organiser et on découvre au fur et à mesure comment s'organiser. Et puis voilà. Donc c'est beaucoup de confiance en soi. Ouais. Qu'il faut donner. Je pense, ouais. À ton enfant. Enfin, ouais. En fait, en général, je pense qu'il faut donner du coup de la confiance en ses enfants. C'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt pas mal. Mais il faut redoubler d'énergie. Ouais, c'est vrai. Je t'ai pas dit, mais effectivement, n'hésite pas à tout me raconter. Ouais, ça me vient parce que je parle des troubles du spectre autistique et c'est un point qui est assez important pour nous. Comme je te disais, Marie a été prise en charge aujourd'hui, enfin au départ sans diagnostic, et elle a été dans un établissement pour enfants qui avaient, on va dire, une déficience intellectuelle, sans mettre de nom ou de nom précis à une maladie ou quelque chose. Et en fait, c'est seulement quand elle a eu quel âge elle avait ? Elle avait 8 ans, je crois, ou 9 ans, que on a eu un diagnostic, le diagnostic de trouble du spectre autistique. Et ça a tout changé. Parce que tous les problèmes qu'on avait, le fait de se rouler par terre, comme je te disais, des petites choses comme ça, des choses qu'on n'arrivait pas à gérer et qu'on ne nous aidait pas vraiment à gérer dans l'établissement où elle était, ça a fait que ce diagnostic nous a permis de rentrer dans une prise en charge spécifique. Et même si tous les parents d'enfants autistes se plaignent en France et ils ont raison de militer et d'en vouloir encore plus, quand on a un enfant qui a ce tampon-là, c'est une chance énorme en fait. Nous, ça a complètement changé les choses. Elle a pu avoir une vraie prise en charge adaptée et elle a fait énormément de progrès grâce à ça. Ça vous donne des clés d'explication en fait. Alors, à la fois des clés d'explication, exactement, il y a déjà ça. C'est devenu une évidence parce que quand on a compris ce que c'était que les troubles du spectre autistique, l'autisme, on s'est dit mais évidemment. Sauf qu'on ne savait pas ce que c'était. Donc voilà. Et alors ce qui est plus inquiétant, c'est que les médecins avaient pas l'air de plus savoir que nous. Ça c'est un peu plus ennuyeux. Oh merde. Mais à ce point-là, vraiment. Ouais, c'est une catastrophe en France. Ouais. Ah ouais. Il y a même je vais aller plus loin. Il y a même des pédopsychiatres qui nous ont dit, ce n'est pas des troubles du spectre autistique. Donc quand on nous dit ça, là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de diagnostic en France. Aujourd'hui, on est capable de diagnostiquer des enfants assez jeunes. De 1 an, on arrive à faire déjà des diagnostics ou des choses pour un peu évaluer. Je crois aujourd'hui en France, ça doit être je crois que c'est 6 ans l'âge moyen de diagnostic. Sans parler des enfants qui sont sans doute jamais diagnostiqués. Moi, j'ai vu dans les établissements où était Marie, il y a des enfants. J'étais pas avec eux tous les jours, mais en ayant vu certains, je pense qu'il y en avait certains qui étaient dans le même cas que Marie. Ouais. Donc, et ça nous a donné à la fois les clés pour comprendre, ça c'est vrai, mais ça nous a aussi donné des clés pour résoudre des problèmes et pour faire grandir Marie et la faire progresser plus rapidement. Parce qu'il y a des méthodes, il y a des moyens qui existent, mais si on les connaît pas, on passe à côté. C'est dur de les appliquer, quoi. Et ça a vraiment tout changé. Enfin, pour moi, ça a tout changé. Pourquoi tu dis qu'en France, on est particulièrement nul sur... Je connais pas du tout cet univers-là. Oui, pourquoi par rapport à d'autres pays en Europe, c'est ça ? C'est plus compliqué ? Alors... Tu as creusé un peu le sujet ou je sais Ouais. J'imagine. C'est là que l'ingénieur intervient. Non. J'ai fait un tableau. Non, j'ai pas fait de tableau, mais non, évidemment. Alors ça c'est pareil. À chaque fois qu'on a des informations, un diagnostic, un machin. Enfin moi effectivement, je suis comme ça. Je me renseigne, je veux comprendre, etc. Je me suis mis sur des tas de groupes Facebook aussi pour essayer de parler avec d'autres parents et comprendre. Et c'est d'une grande aide. C'est vraiment génial. Merci Internet. Exactement. Je pense qu'on a de la chance aussi de vivre à cette époque-là déjà pour ça. Ça c'est vrai. Mais en fait je cherche mes mots parce que dans le milieu de l'autisme il y a beaucoup de militantisme et je trouve à mes yeux beaucoup de militantisme un peu extrémiste parfois. Maintenant je pense que c'est aussi grâce à ça que les choses changent, donc ça a permis de faire évoluer les choses. Aujourd'hui, en France il y a une histoire par rapport à l'autisme et par rapport à la psychiatrie et à la pédopsychiatrie en particulier qui est très très particulière en France. C'est la psychanalyse. Jusqu'à il y a 20 ans, tous les psychiatres étaient psychanalystes. C'était leur formation, quelque part. C'était une évidence. C'était comme ça. Et c'est très typique de la France. Il n'y a quasiment pas d'autres pays, ou très peu d'autres pays dans le monde qui sont dans ce cas-là. Et ça a forgé
à la fois la médecine côté psychiatrie, mais aussi toute la prise en charge médico-sociale qu'il peut y avoir autour de ça. Et ça a aussi fait beaucoup de mal. La psychiatrie, enfin, comment dire, la psychanalyse reniait l'autisme en soi, déjà, ou attribuait ça à la mère avant, comme une psychose. On appelait ça la psychose infantile. Voilà. Maintenant, toujours de la faute des darons. Exactement. On en revient, c'est toujours de leur faute. Exactement. Les pauvres. Heureusement, la science a progressé. On vous aime, les mamans. On sait maintenant que heureusement que les mamans sont là. Ouais. mais donc ça a été très difficile. Et il y a encore des marques de ça. Il y a des tas de mamans aujourd'hui qui se sont vues entendre par un médecin de leur dire que c'était de leur faute, quoi. C'est quand même difficile quand on a un enfant qui a un handicap et en plus se sentir responsable de ça. Je pense que c'est assez difficile. On a eu la chance de pas ou peu l'entendre, donc c'est plutôt une bonne chose. Je pense que, je sais pas ce que t'en penses, mais d'une manière générale, quand vous avez un toubib en face de vous qui vous fait culpabiliser, je pense que vous avez le droit de fuir et de dire je ne veux pas être ton patient. C'est un vrai truc qu'on nous apprend pas aussi. Exactement. Tu vois. Et ça c'est exactement un truc aussi. On avait toujours l'idée, on voit le médecin, c'est un peu c'est le dieu, quoi. Le sachant. Il fait tout, le sachant. Exactement. Et maintenant, effectivement, on a beaucoup plus de recul par rapport à ça. À la fois par rapport à ce qu'on nous dit, on prend du recul, c'est-à-dire on prend ce qu'on veut prendre, on n'hésite pas à aller voir d'autres médecins, et puis à être critique par rapport à ça, parce que je suis pas du tout sûr que les médecins ont toujours la bonne réponse. Alors n'allez pas chercher forcément sur Internet et sur Doctissimo pour autant. Je sais pas ce que t'en penses. Non. Alors, oui, exactement, je suis d'accord avec ça. Mais simplement, je pense qu'il y a un rapport à l'autorité et aux médecins qu'il faut vraiment fondamentalement changer. Et je pense aussi. On a pas mal aussi parlé sur Mademoiselle par le passé de rapport avec les gynécos et tu sais, par rapport à ta contraception, quand t'es une fille, on te file la pilule automatiquement. Et puis c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Si tu veux un stérilet, ils te font culpabiliser. Barrez-vous, vraiment barrez-vous, n'hésitez pas. Il y en a plein d'autres des médecins qui peuvent plus correspondre à votre façon de penser, à votre façon de voir les choses. Il faut être assez critique, je pense. C'est important. Bon, très bien. Merci pour toutes ces infos parce que tu vois, je savais pas et je pense qu'il y a plein de gens qui vont apprendre ça aussi. Comment rebondir? Est-ce que tu avais d'autres choses en fait dont tu voulais causer parce que tu sais, tu as fait un mind mapping. Ouais, j'ai fait un mind mapping. T'as noté plein de trucs. Faut pas se ficher de moi. Mais alors vraiment j'ai essayé de faire ça bien, tu vois. J'ai pris au sérieux cette interview. Bien, vraiment. Je suis ravi. T'as vraiment écrit beaucoup de trucs. J'ai peur qu'on ait besoin de 12 épisodes pour... Non. Je regarde rapidement sur les messages aussi. Comme je te disais, c'est assez... Qu'est-ce que t'as envie de... Pourquoi tu m'as contacté en fait? Tu m'as parlé de cette histoire de militantisme entre guillemets. Effectivement, je t'ai contacté dans cette idée-là et d'ailleurs ta réponse m'a justement confirmé qu'il fallait que je le fasse parce que tu m'as dit que justement t'étais intéressé pour justement savoir de quoi on parlait, quoi. Et ben voilà. J'y connais rien surtout, c'est-à-dire que mais c'est ça qui est important. Si t'as pas autour de toi des mômes qui sont, enfin en tout cas des gens qui sont pris en charge, etc. Tu connais pas, quoi. C'est normal et je pense que j'étais dans le même cas que tout le monde. Et évidemment, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je me vois cette mission aujourd'hui d'essayer autour de moi et aussi aujourd'hui avec toi d'essayer de communiquer là-dessus parce que je me rends bien compte comment j'étais avant. Peut-être que j'aurais été un gros con si j'avais pas eu Marie, tu vois. Et je veux pas que d'autres subissent ça. Enfin, je veux pas qu'ils deviennent des gros cons. Et j'ai envie justement de les aider. Et voilà, je pense que ça participe aussi un petit peu à ça. Donc voilà, le message, il est pas. Je pense que tout le monde comprendra que le handicap, c'est très large. Il y a plein de sortes de handicaps, etc. Et qu'on peut pas tout connaître. Mais je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que il faut être à l'écoute. Essayer de comprendre simplement les autres. C'est vrai que le handicap, je vais dire mental, ma fille, ça se voit pas sur son visage. Elle est pas dans un fauteuil roulant, et donc tout le monde peut pas savoir. Mais si les gens savent que ça existe, et ben quand ils verront quelqu'un dans la rue en ayant un commentaire en disant mais pourquoi elle a cette attitude, pourquoi elle regarde les gens comme ça, pourquoi elle touche le visage alors elle a 12 ans, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils se diront peut-être effectivement c'est une enfant différente et puis voilà, c'est tout et puis ça s'arrête et c'est pour ça que je te parlais aussi tout à l'heure de Chloé qui comprend aujourd'hui le handicap, qui parle de sa sœur en disant ma sœur est handicapée.
j'ai l'impression qu'elle est encore plus militante que moi. Parce qu'elle va parler de ça à des copines. Je l'ai déjà vu défendre sa sœur. C'était, je sais plus, c'était sur un toboggan ou je sais pas quoi, en train d'expliquer à des enfants qui sont trois têtes de plus qu'elle, en train de dire non mais ma sœur elle est handicapée, elle comprend pas ou elle peut pas parler, elle sait pas parler, etc. Moi, je trouve ça génial. Parce que, en fait, c'est comme ça que les choses changent. Parce que moi, j'essaye d'y participer à mon niveau, mais je pense que c'est les générations d'après qui doivent comprendre s'il y avait plus d'enfants différents dans les écoles aussi, qu'ils étaient plus inclus et intégrés dans ces écoles-là. Bah, ça deviendrait une évidence. Il y a des pays où c'est comme ça. Il y a des pays, il n'y a pas de centre spécialisé. Et ben, les enfants sont tous à l'école. Alors, ils ont peut-être des prises en charge en dehors de l'école aussi, mais ils sont à l'école. Et donc, et ben comme il y a des filles et des garçons dans une école, et ben il y a des filles, des garçons, il y a des enfants qui ont des capacités et d'autres capacités, et d'autres qui ont des handicaps et d'autres compétences, et peu importe. Et aujourd'hui, c'est pas mixé comme ça. Mais ça existe, non? Parce que je sais que dans l'école de mes filles, chacune dans leur classe, elles avaient un môme autiste avec une personne prise qui prenait en charge l'enfant, etc. Ouais, je pense que c'est bien, effectivement. C'est trop cool. Ouais, vraiment, ça c'est bien. Ouais. Je pense que c'est comme ça qu'on fait changer les choses. Pour tout le monde, en fait, ça apporte pour tout le monde. Ça apporte pour les enfants qui ont besoin de se retrouver dans un milieu social où ils seraient exclus autrement, des enfants handicapés qui auraient pas la chance d'aller dans une école et de voir d'autres enfants. Et puis pour des enfants qui sont à l'école normale, de comprendre que on est tous différents, qu'on a tous nos compétences, nos capacités. C'est une richesse pour tout le monde et pour la société en général, quoi. Les choses changent. Je pense que je parlais des militants pour la cause autiste et des associations en particulier qui sont parfois un peu virulents, etc. Et c'est grâce à eux aussi que les choses changent. Ils ont fait beaucoup changer les choses à l'école en particulier, mais pas seulement. C'est encore trop lent à mes yeux, mais ça progresse. Et j'espère qu'on est sur la bonne voie, mais oui, ça progresse. Quand tu dis qu'ils sont virulents, ça veut dire quoi? C'est sur les réseaux en particulier? Parfois un peu, oui, sur les réseaux, un peu extrémistes parfois, à dire que la pédopsychiatrie, c'est tous des psychanalystes. Moi, par exemple, je parlais de la psychanalyse, je suis extrêmement critique par rapport à ça. J'y crois pas une seconde, et puis je pense que ça a fait aussi du mal, et pas seulement pour les enfants. Voilà, j'ai des opinions personnelles et basées sur des connaissances aussi que j'ai. Tu as le droit. J'ai le droit. Voilà, c'est ça, c'est mon avis. Malgré tout, ma fille, elle a été diagnostiquée à l'hôpital Necker par un pédopsychiatre qui est psychanalyste, qui est même qui défend la psychanalyse, on va dire d'aujourd'hui. Je mets beaucoup de guillemets parce que voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire par rapport à ça, mais bon, voilà. Je partage pas du tout sa vision de la psychanalyse, mais c'est grâce à elle qu'elle a fait un diagnostic. C'est quelqu'un de très humain, d'à l'écoute. Elle comprend même que j'adhère pas à ce qu'elle nous propose parfois. Donc on est capable aussi de rencontrer des gens qui sont bien. C'est pas parce qu'ils ont aussi leur étiquette aussi que on doit les cataloguer et dire on les aime pas, ou on doit faire comme si avec eux. Non, c'est plus complexe, quoi. C'est des êtres humains avant tout. Et puis voilà. Eux aussi, ce sont des êtres humains. Voilà, c'est ça. En fait, c'est fou quand je t'entends à quel point j'ai l'impression que en tant que parent, en tout cas, on a parfois une capacité d'adaptation qui va au-delà de ce qu'on pourrait imaginer avant qu'on se retrouve face à des embûches ou à des problèmes ou des obstacles comme ça, quoi. Et effectivement, j'ai l'impression que au départ, quand on a reçu le diagnostic de Marie, enfin quand on nous a dit qu'il y avait un problème, etc., qu'on avait un enfant handicapé, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à affronter ça? C'est pas ça l'idée que je me fais d'être parent. Moi, je voulais quelque chose qui coulait. Pour moi, il y avait une évidence, tout serait simple en fait. Enfin, j'avais un peu en tête ça, sans doute. Et je me suis dit, ça y est, ça casse tout le rythme, le programme que j'avais dans ma tête. Et en fait, j'ai appris que c'était complètement différent. C'est-à-dire que aujourd'hui, je joue juste mon rôle de parent, comme n'importe quel parent aurait joué son rôle de parent dans ce cas-là ou dans un autre cadre. Et quand je parle effectivement avec d'autres parents, par exemple au bureau, on a l'occasion de parler avec des collègues qui dévoilent un petit peu que voilà, ils ont eu un week-end difficile, que leur gamin je sais pas quoi.
en fait, je me perçois qu'il y a quasiment pas une seule famille qui a pas des problèmes. Un problème de couple qui fait que ça se répercute sur les enfants, un gamin qui est malade, un gamin qui développe je sais pas quel trouble, que ce soit à 10 ans ou à 20 ans. On a tous des problèmes dans nos familles, enfin des problèmes dans le sens, la vie est comme ça, quoi. On n'a pas une vie qui est un long fleuve tranquille. Et je pense que je me rendais pas compte de ça avant. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai pas l'impression, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai pas l'impression qu'on fasse un travail différent qu'avec un autre enfant. J'ai pas l'impression, même si beaucoup veulent nous dire et nous flatter en nous disant qu'on est des parents exceptionnels, que j'ai déjà entendu quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie beaucoup qui me dit, je sais pas s'il y a une destinée ou quelque chose, mais je suis content que Marie ait des parents comme vous et que ce soit tombé sur vous, même si c'est pas dans l'idée de vous blâmer. Au contraire, c'est dans l'idée d'apporter le meilleur à Marie. Sarah et moi, on est flattés par ça. Et on le prend. Ça me fait plaisir. Et vraiment, on le prend comme ça. Mais et je pense qu'il y a des parents qui sont peut-être, qui auraient fait moins bien que nous. Encore, je sais même pas comment on peut juger de ça, mais bon, mais il y en a qui feraient peut-être différemment de nous, en tout cas, mieux dans un sens, moins bien dans l'autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que on donne tout ce qu'on a, et que Marie soit comme elle est, et puis avec Chloé, on donne autant que n'importe quel parent qui veut apporter ce qu'il doit apporter à son enfant. Pour que son enfant grandisse, se construise, notre seule envie, c'est d'apporter tout ce qu'on s'est imaginé, enfin tout ce que la vie nous a apporté, on a envie de le transmettre à nos enfants dans la meilleure direction, leur éviter les choses difficiles, les préparer à certaines choses, les accompagner. Mais en fait, moi, je fais exactement la même chose. Enfin, aujourd'hui, je fais rien d'autre. Hein. Alors, je sais adapter suivant les caractéristiques de mes enfants, mais je le fais exactement de la même manière. Et il y a rien d'exceptionnel à ça. Il y a des moments difficiles, c'est fatigant et tout ça. Mais mon rôle de parent est exactement le même que celui des autres. Et quand que j'ai entendu certains de tes podcasts de parents qui parlent de certaines difficultés, etc., bah, je me retrouve autant dans ces histoires-là que dans d'autres histoires où il y a des trucs compliqués, etc. Et je suis même plutôt heureux aujourd'hui de me dire que je pense qu'on est une famille heureuse, on a des enfants qui sont super, on a de la chance aussi. Marie est une enfant très souriante qui nous apporte énormément, on joue et le contact avec elle est plus dans l'affectif, on parle peu finalement, elle comprend moins de choses, elle s'exprime pas, elle peut pas comprendre pendant très longtemps, enfin elle peut pas avoir de l'attention très longue, etc. Mais en fait c'est pas ça que ça m'apporte. En fait le fait qu'elle soit là, le fait qu'elle sourit, qu'elle par exemple quand elle écoute de la musique et que ça lui arrive pour certains morceaux qu'elle se mette à pleurer parce que ça lui apporte de l'émotion, moi ça m'en apporte autant, quoi. J'imagine. Et c'est ça qui m'apporte du bonheur. Le reste moi je m'en fous un peu, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses? Ouais, je voulais ajouter une petite chose aussi. En fait, j'en ai parlé pas mal, mais je parlais de ce que ça m'a apporté, moi, d'avoir un enfant comme ça, un enfant différent. Je me rends compte que ça va apporter aussi beaucoup à mon entourage. C'est très dur aussi pour les grands-parents, on n'en a pas parlé, mais ça, oui. C'est aussi un point qui est important. Pour mes frères et sœurs, j'ai même ma sœur qui a aussi un enfant handicapé. J'allais dire, on n'a pas eu de chance, ou en tout cas, voilà. En tout cas, on sait ce que c'est que le handicap dans la famille. Je vois ce que ça apporte aussi parfois à mon entourage proche, mes amis, et je vois aussi ce que ça apporte à Chloé. Je parlais de changer la génération qui va venir, c'est chez eux qu'il faut changer les choses. Il faut qu'ils aient une culture de la différence, enfin une culture que la différence ça soit la vie, point final, et qu'on se pose pas de questions. Est-ce qu'il faut mettre tel enfant dans une classe, etc. Non, enfin voilà, ça devient naturel et c'est comme ça. Et tous les enfants connaissent des enfants dans un fauteuil roulant ou qui soient aveugles ou je sais pas quoi. Enfin, puis ça marche pour tout, ça marche pour le racisme. Exactement. Ça marche pour tout. C'est ça, c'est une ouverture au monde et qui est très importante. Et je pense qu'il y a encore des progrès à faire. Et je crois que Chloé ça va devenir une personne. C'est ma fille, alors forcément je vais dire ça, mais c'est déjà une personne formidable. Et je pense que ça va devenir une adulte exceptionnelle.
je le vois déjà comment elle est. Je pense que ça va être dur. Je pense que l'adolescence, on va sûrement morfler. Voilà. Normal, la base. Normal. Et elle va nous remettre sur la figure des tas de choses. Mais ok. Mais je pense qu'au bout du bout, cette expérience de vie, j'espère aussi ce que nous, on arrive à lui apporter, ça va faire quelqu'un de différent. C'est pour ça que la fratrie, c'est important pour tout le monde. Ça a été important pour Marie, c'est important pour Chloé parce que ça lui apporte énormément, beaucoup de contraintes pour elle, mais aussi énormément de joie et un caractère particulier, une générosité, une envie, enfin une joie de vivre qui est exceptionnelle, et pour nous aussi. Mais elle va apporter, voilà, quand elle fondera sa famille, avec les gens avec qui elle sera, ses amis, elle va changer aussi les choses. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que nous, moi, je me sens un peu la mission de mettre ma petite graine comme ça et de faire changer un peu les choses à mon niveau. Mais je pense que ça se poursuit de génération en génération. Et ça, c'est vraiment ce que je trouve génial dans la parentalité d'une manière, voilà, on a envie de donner le meilleur à nos enfants pour que eux aussi le transmettent, etc. Et c'est ça le rôle des parents, quoi. Et c'est l'impression que c'est encore plus fort dans ma famille. Voilà, c'est le message en fait que j'avais envie de passer. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, David. On va terminer là-dessus parce que je pense que vraiment, c'est très bien comme fin. Vraiment. Un grand merci, j'ai appris plein de choses. Je t'en prie. Merci d'être venu. Merci beaucoup pour ton mail. Et il faut que je dise juste une chose. Vas-y, dis. Je l'ai peut-être pas assez dit, mais parce que je me souviens d'un des épisodes où quelqu'un avait dit qu'il avait oublié de remercier sa femme et de dire comme il l'aimait. Et je me suis dit, moi non plus, il faut pas que j'oublie ça. Je te parlais de notre couple qui était encore plus fort et grâce à Sarah, je suis ce que je suis aujourd'hui et on est ce qu'on est aujourd'hui. Nos enfants sont merveilleux grâce à nous et grâce à elle. Et si elle n'était pas là, je pense que je m'écroulerais. Je suis sûr qu'elle dirait la même chose dans l'autre sens, mais c'est vraiment sincère. C'est que je me sens tellement fort grâce à elle que voilà, je le remercie. Voilà, c'était juste entre parenthèses. Mais c'est pas une parenthèse en plus. Merci beaucoup, David. Merci à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Si le concept vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, surtout vous n'hésitez pas, vous m'écrivez sur histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S, @gmail.com. Je vais faire en sorte de vous répondre. Et alors, le prochain rendez-vous, c'est le 3e lundi du mois d'avril. Ce sera donc le 16 avril 2018. Et pour cet épisode, je vous promets une petite surprise. À très bientôt et d'ici au prochain épisode, je vous souhaite une belle vie.